Parce que quand on fait du 41, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir rentrer dans votre pointure. Mais vous l'avez dit aussi, l'équation de chaque femme. On sait que la vie des femmes, c'est du sport. Elles sont où vos médailles d'ailleurs? Est-ce qu'on peut applaudir pour nous les dames? C'est du sport, mais je voudrais juste résumer vos propos en quelques mots en disant que, en effet, chacune a sa place, chacune a sa trajectoire. Il ne s'agit pour personne d'être le clone de qui que ce soit d'autre, mais dans sa voie à soi, d'avoir toutes les valeurs que vous avez annoncées, la rigueur, la détermination, l'esprit d'équipe, le respect et toute autre chose aussi qui puisse venir, car les parcours se suivent sans se ressembler. Mais vous êtes déjà toutes des championnes, n'est-ce pas? À présent donc, nous allons écouter une autre femme. Je le disais tout à l'heure, madame, vous avez à votre actif Diana Holding, poids lourd de l'industrie agroalimentaire. Je voudrais, si vous êtes d'accord, vous proposer de bien vouloir vous approcher de ce pupitre pour pouvoir nous parler de cette entreprise. Donc, vous êtes la CEO, Chairwoman, et c'est un flambeau familial par ailleurs. Vous avez la parole, madame. Altesse, Monsieur le Conseil de Sa Majesté, Madame et Monsieur le Ministre, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Consul général, chère Présidente, honorable Assemblée. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement les organisatrices et plus particulièrement la Présidente Leïla Doukhali pour la tenue de cet événement. Un événement qui s'inscrit dans le rapprochement des femmes chefs d'entreprise, auquel est accordée aujourd'hui une attention spéciale et qui intervient à un moment crucial pour tous les secteurs stratégiques dans lesquels elles sont aussi engagées. À vous, mesdames, qui venez du monde entier, il me semble important de rappeler qu'au Royaume du Maroc, l'égalité femmes-hommes est consacrée par la Constitution depuis 2011 et qu'en son article 19, hommes et la femme jouissent à égalité des droits et des libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. Un principe qui n'est pas demeuré abstrait et qui est devenu la ligne directrice lors de la conception des budgets publics grâce à la budgétisation sensible au genre. Une approche qui consiste à octroyer des ressources suffisantes et optimisées pour les programmes budgétaires visant la réduction des inégalités femmes-hommes. Parmi ceux-ci, les programmes de soutien aux familles dans les zones rurales, afin que ne soient pas déscolarisées leurs filles, l'investissement dans des programmes d'amélioration des structures de santé maternelle, la promotion de la pratique du sport pour les femmes et les filles, ou encore la généralisation du préscolaire en milieu rural. Cependant, si garder le cap d'une transformation de fond constitue pour les politiques publiques un travail de longue haleine et un défi majeur, il revient au monde de l'entreprise de jouer son rôle non seulement d'acteur citoyen, mais de partie prenante à ce projet sociétal. Or, toute stratégie se voulant pérenne nécessite une utilisation optimale de ces ressources et ne peut plus être menée sans la participation pleine et entière des femmes dans le monde du travail, car elles représentent 50% du capital humain. Dans un monde globalement mis sous tension, crise de la Covid-19, conflit Ukraine-Russie, réchauffement climatique, où l'inflation fait des ravages, il nous faut non seulement gérer un renchérissement exponentiel de toutes les matières premières et celui des frais logistiques, pour ne parler que de cette problématique, mais aussi faire face à une conjoncture empreinte d'incertitudes de toutes sortes, là où nos entreprises avaient appris à faire preuve d'agilité stratégique et à adresser les contraintes de nos marchés. En perspective de la COP27, qui se tiendra dans quelques jours et face aux urgences climatiques, j'ai entamé au sein du groupe Diana Holding, groupe agro-industriel par excellence, une fabrique à idées, un think tank que nous avons intitulé ID3. De ses premiers travaux rendus publics le 11 octobre 2022, il ressort, selon les experts de haut niveau que nous avons mobilisés, un constat sans appel. Nous sommes à la fois contributeurs et victimes de l'urgence climatique, qui est un vrai sujet de fond qui nous interpelle à travers 3 grandes problématiques majeures: la dégradation de l'environnement, la fragilité économique,
ainsi que la sécurité et souveraineté alimentaire. Ayant admis dans notre course à la production et à la productivité que nous étions tributaires de ressources que nous pensions infinies, avant que la réalité ne nous rattrape de manière cruelle. Il nous incombe donc désormais d'agir sur tous les plans et sur tous les temps, sur le tactique et sur le stratégique. Si la technologie est un levier majeur sur lequel nous pourrons nous appuyer pour optimiser et changer nos méthodes, je suis intimement convaincue que ce sont les femmes et les hommes qui, ensemble, en changeant de paradigme, construiront un monde inclusif et durable. Si construire des ponts dans notre région MENA, où ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare, il importe également de maintenir nos liens avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Amérique du Sud, l'Asie, avec l'Europe et à cet égard, préserver ces liens historiques. Quant à l'attention spéciale qui doit être accordée au continent africain, qu'il s'agisse des pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est, dans le cadre de partenariats, il s'entend gagnant-gagnant, nous amène à soulever le climat des affaires en Afrique et les clés de sa réussite. Le Royaume du Maroc, identifié et retenu comme la porte vers l'Afrique par de nombreux pays, continue, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à déployer des efforts colossaux pour créer un climat favorable aux affaires, qu'il s'agisse de soutenir l'investissement afin de promouvoir le développement humain pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion, ou des réformes institutionnelles, réglementaires, économiques. Aucun effort n'est épargné pour améliorer l'existant. Dans ce cadre, permettez-moi de citer certaines initiatives de notre souverain. La mise en place d'une stratégie de l'amélioration du climat des affaires pour garantir un environnement favorable à l'investissement et l'adoption d'un système juridique moderne, intégré, qui fasse de l'entreprise un levier fondamental du développement socio-économique, et à ce titre, l'accélération de la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement par la réforme des centres régionaux d'investissement pour leur accorder les attributions nécessaires afin de jouer pleinement leur rôle. Le renforcement de la compétitivité des entreprises à même d'accompagner la transformation économique et financière, les réformes pour améliorer les investissements directs étrangers, le déploiement des politiques industrielles et sociales à travers les programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain, le modèle de développement des provinces du Sud, les programmes de développement des zones rurales et montagneuses, ainsi que le nouveau modèle de développement. En effet, le climat des affaires est un facteur clé pour le succès des entreprises et les avantages fiscaux, les facilités administratives, l'accompagnement adapté et les appuis ciblés apportés aux entreprises permettent à celles-ci d'opérer dans un environnement optimal afin de faire profiter tous les acteurs concernés, que sont tous les partenaires de l'écosystème économique et social, tels les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les parties civiles. Cependant, le succès d'une entreprise n'est pas uniquement tributaire du climat favorable des affaires, mais dépend très certainement de points suivants, tels qu'une gestion optimale incluant toutes les parties prenantes, l'agilité nécessaire pour faire face à des contextes de moins en moins prévisibles, une bonne communication en interne comme en externe, la qualité des banques partenaires, ainsi que des échanges fluidifiés avec les institutions. C'est donc et bien dans l'échange que l'intelligence émotionnelle, une qualité bien féminine, se manifeste le plus, et c'est celle-ci qui devrait présider à toutes nos décisions et actions afin de contourner et enrayer toutes les difficultés nées de la suprématie dite du genre masculin, encore subie par tant de femmes et de filles aujourd'hui de par le monde. Œuvrons ensemble, femmes et hommes, main dans la main, pour un monde plus juste, plus équitable et donc durable. Une illusion, direz-vous? Mais Karl Popper ne disait-il pas qu'être optimiste est un devoir moral? Merci. Merci Madame, merci pour votre allocution. Je retiens
le seul mot que je sais dire en langue arabe, c'est Janoub Janoub. Vous avez fait allusion à cette coopération sud-sud entre le Maroc, les pays du Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et c'est de cela que le continent africain a besoin pour être un continent émergent. Je voudrais aussi, merci. Je voudrais aussi, tout en restant sur vos propos, faire allusion à ce partenariat divin, homme-femme, pour que même dans les affaires aussi, que tous puissent aller de l'avant. Quand nous parlons de genre, de mon point de vue de chercheur, la question n'est pas forcément bien adressée. On entend dire qu'il faudrait être gentil, sympa avec ces dames. De notre point de vue, il s'agit d'une question éminemment économique. L'émergence des femmes sert de levier pour que chaque nation, chaque maison, chaque nation, et donc le continent, puisse être le plus fort. Donc si nous avons tous à cœur cette approche économique, alors assurément, tout le monde sera engagé pour que les femmes soient des citoyennes à part entière et non plus entièrement à part.